Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'essaie de voir si mon matériel marche. S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à me faire signe, à me dire que vous me voyez, que vous m'entendez, parce que c'est toujours, malgré les bénéfices que la méditation peut nous apporter, c'est toujours un peu stressant, l'informatique. On ne sait jamais comment ça marche vraiment, surtout quand c'est pas notre métier, ce qui n'est pas mon cas. Donc n'hésitez pas à me faire signe pour me dire que vous me voyez. Vous pouvez écrire directement en fait dans les commentaires de la vidéo. Hop, je vais enlever le son pour que rien ne nous dérange. En principe, je vois 3 personnes. Déjà. Faites-moi un signe s'il vous plaît. Un coucou, un cœur, une fleur, une tête. Souriante ou boudeuse, comme vous voulez, juste pour que je sache que vous m'entendez et que vous me voyez, que le son est bon. En attendant qu'on se... Oh, super, merci beaucoup, Véronique. C'est bon, je sais que je peux parler, et pas qu'avec moi-même. Merci et bonsoir. Donc, l'idée de cette conférence live, d'où c'est venu? Euh, alors, un peu avant le premier, un peu avant le deuxième confinement, j'ai senti vraiment un besoin, hum, pas un besoin personnel, mais vraiment un besoin pressant émanant de notre société, de notre ambiance, de trouver une paix, de trouver un ancrage. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux proposer de mes outils? Qu'est-ce que je peux proposer de ce que je pratique qui puisse être utile aux autres? Je ne savais pas qu'il y aurait le confinement, évidemment. Je pense que peu de monde le savait, à part ceux qui travaillent au gouvernement, peut-être. Et donc, j'ai proposé au début, j'ai proposé des cours de méditation. Voilà, pour transmettre la méthode que je pratique et puis pour aider les autres aussi de retrouver une paix et un ancrage. Et, et après, en fait, au fur et à mesure que cette idée mûrissait en moi, je me suis dit pourquoi ne pas vraiment transmettre la méthode sous forme de formation. Je préfère le format des formations parce que les cours, pour moi, c'est un petit peu, un- c'est devenu un petit peu un format de tourisme. C'est-à-dire qu'on vient, on chope quelque chose de sympa, on passe un bon moment et puis après, la vie continue avec toutes les difficultés et les aléas. Alors que dans une formation, on peut vraiment aller beaucoup plus profondément dans le sujet et surtout, une formation, pour moi, elle développe l'autonomie. Et pour moi, c'est ça qui est important dans ma transmission, dans mon enseignement, pour que les personnes qui me suivent dans le cadre des cours, des formations, des webinaires, des quoi que ce soit, puissent avoir vraiment des outils pour intégrer dans leur vie cet état de plénitude qui n'est pas dépendant des conditions extérieures et accéder à cet état de paix, de contentement, de grâce, d'amour, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais voilà, l'ambiance est de sentir cet espace très très large qui est notre espace originel. Merci Caroline, bienvenue. Ah, et donc voilà, ce qui devait être des cours est devenu une formation, donc que plusieurs personnes suivent actuellement. Et après, je pense que je vais le proposer tout simplement sous forme de formation. Et comme je ne peux pas, vu mon internet très aléatoire, proposer des séances en live, je voulais proposer cette conférence-là pour qu'on se retrouve et pour que les personnes qui suivent la formation puissent poser des questions, partager aussi ce qu'ils vivent, pour qu'on se voit en fait. Voilà, pour qu'on se voit.
Donc, si vous avez des questions, si vous avez des retours, n'hésitez pas, vraiment, c'est un espace pour nous. Et pour les personnes extérieures à la formation, c'est une proposition de, peut-être tout simplement de goûter un peu à l'ambiance de ce que je propose. Et aussi peut-être de poser des questions. Bonjour Valentina. De poser des questions qui les intéressent. Bonsoir Isabelle. Bon voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. Vraiment ravi que vous soyez là. Donc, en attendant que des questions arrivent, après, si vous n'avez pas de questions, si vous êtes totalement heureuse avec et heureux avec ce que vous vivez, il n'y a pas de souci, vous pouvez le signaler. Euh, je vais peut-être un petit peu vous parler de la méthode, d'où me vient la méthode. Peut-être ça va vous intéresser. En fait, depuis toute petite, j'ai la chance de vivre des états de grâce. Voilà, surtout quand j'étais petite. Je me souviens, c'était un état naturel où je me sentais reliée au monde entier et je sentais ce monde comme vraiment une harmonie où toute chose était connectée à toute autre chose et tout était relié et tout avait une cohérence. Et je me souviens, c'était vraiment mon état naturel, mon état de base, en fait. Il était très beau à vivre. En fait, je me sentais vraiment pleinement heureuse. Et cet état était évidemment, comme dans toute vie humaine, perturbé par les expériences de vie que je pouvais rencontrer, par des altercations avec d'autres énergies, ou par exemple, j'ai grandi avec les parents qui sont toujours ensemble, qui sont toujours en bonne santé, loin en Russie, mais qui se disputaient beaucoup. Et donc, ça me rendait très malheureuse. Et je me sentais à chaque fois que les expériences de vie, en fait, me retiraient de cet état de grâce naturel. Et puis après, j'ai grandi et il y avait plus de difficultés, évidemment, comme dans toute vie humaine. Et pourtant, l'état de grâce, il restait dans mes souvenirs, très présent. Et je me souviens quand, je sais plus quel âge j'avais, enfin, un petit peu plus qu'une vingtaine d'années, peut-être une trentaine, je saurais pas vous dire. Et quand j'ai rencontré Dominique Lussan, la personne avec qui, pendant 7 ans, j'ai travaillé, auprès de qui j'ai étudié les états non ordinaires de conscience, les états de conscience élargis et leur intégration dans la vie quotidienne. Donc, Dominique nous a transmis énormément de méthodes diverses et variées pour aller dans ces états de reliance, de grâce. La première fois où j'ai fait un atelier de la méthode Monroe avec elle. Donc la méthode Robert Monroe est une méthode qui permet de synchroniser les deux hémisphères du cerveau et accéder vraiment à plénitude de conscience. Et donc quand j'ai fait, vous pouvez googler, vous allez trouver plein d'informations. Et quand j'ai fait ce premier atelier avec Dominique, je suis allée la voir, donc elle ne me connaissait pas personnellement, et je lui ai dit, ce que vous proposez, je le connais. C'est chez moi, c'est ma maison, je l'ai toujours connue. Je voudrais comprendre pourquoi je ne le vis plus au quotidien tout le temps et je voudrais pouvoir le vivre le plus souvent que possible parce que c'est moi, parce que c'est ma maison. Il m'a dit, bah, bienvenue dans ma formation. Donc voilà, c'est comme ça que ma formation a commencé. Et, euh, et j'ai expérimenté justement plein de différentes approches avec Dominique, donc d'accès à cette conscience élargie qu'on développe aussi dans la méditation. Et avec mon autre maître de yoga, vraiment à qui je dois, je dois, voilà, je dois énormément de choses, tout comme à Dominique. C'est Michel Lefebvre, donc c'est vraiment mon maître de yoga. Je pratiquais la méditation de la façon plus classique. Et, euh, et à un moment, en fait, ce qui s'est vraiment dessiné pour moi, quand j'ai commencé à transmettre, c'est la difficulté.
que les personnes éprouvent de vivre, d'expérimenter la méditation. Euh, et l'image aussi que la méditation a dans notre euh, imaginaire collectif, on va dire. Donc, je ne sais pas, vous pouvez, vous pouvez me dire ce que c'est pour vous, ce que c'était peut-être pour vous avant la formation. Moi, je peux vous partager ma vision, ce que j'ai vu autour de moi. Euh, on imagine une personne déjà calme, qui s'assied en tailleur sur son tapis. Évidemment, elle n'a pas mal au dos, et évidemment, elle n'a pas mal aux hanches. Elle a une posture très droite, très belle. Elle n'a pas de problème, elle ferme les yeux, et puis tout devient beau et merveilleux autour d'elle, et elle reste comme ça pendant 1 heure ou peut-être 2 heures, et après, elle a fait sa pratique et tout. Et c'est quelque chose, on va dire, qui est très loin de l'accès d'énormément de personnes, en fait. Et si on imagine que la méditation, c'est ça, et si on essaye de le faire, on se casse les dents, en fait, très vite. Parce qu'on se rend compte que la posture est difficile, que c'est très douloureux pour le corps, qu'au lieu de ressentir la grâce, on ressent plutôt un agacement. Et on se demande, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Et puis surtout, on est assailli, submergé, torturé par toutes les pensées qui surgissent, mais comme exprès, à ce moment-là, à ce moment précis, dans cette conscience qui devrait être tellement belle et paisible. Et les traumatismes remontent, et tous les conflits non résolus qu'on n'a pas, dans lesquels on ne se retrouve pas, et peut-être même des angoisses écologistes d'autres. Et donc, au lieu de se retrouver dans un état de vraiment pleine conscience, pleine présence, et cette grâce que la méditation nous promet, on se retrouve dans une forme de torture, et on abandonne, surtout si on n'a pas de maître de méditation. Euh, voilà, on abandonne et on se dit c'est pas pour moi. Soit on dit c'est un truc trop calme, ou on se dit je ne suis pas faite pour ça, et voilà, on abandonne. Et bah moi, c'était mon cas aussi, hein, je me reconnais clairement. Mais quand même, ce que j'ai vu aussi et compris en tant que pratiquante justement de yoga et de méditation, que cet état de grâce, en fait, par exemple, il était absolument impossible pour moi d'atteindre quand je m'asseyais en tailleur et je décidais de méditer là instantanément, mais il était quand même accessible une fois j'ai fait une séance de yoga. Et évidemment, le yoga nous propose justement de travailler avec le corps, de délier les tensions du corps pour pouvoir ensuite accéder à un état naturel en fait qui s'ouvre. Même quand on prend par exemple la Bible, excusez-moi, de yoga, qu'on considère comme la Bible de yoga, les Yoga Sutras de Patanjali, l'état méditatif, il vient après les asanas, donc les postures, et les pranayamas, les respirations. Il ne vient pas immédiatement, en fait. Donc, c'est quelque chose, c'est vraiment ce qu'on peut comprendre à partir des enseignements classiques. C'est une fleur qui couronne une certaine croissance, un certain développement, une certaine œuvre. Voilà, donc ça, c'est une chose à retenir. Et la deuxième chose aussi qui me tient à cœur particulièrement, j'aime pas les pratiques déconnectées de la vie, de la réalité. Parce que je trouve que vraiment, ce qu'on a de plus précieux à vivre dans cette vie, c'est la vie elle-même, en fait. C'est quand je coupe mes carottes, c'est quand je fais mes courses, c'est quand je coupe l'herbe dans mon jardin, c'est quand je m'occupe de mes enfants, euh, quand je discute avec mes parents, voilà, même quand je remplis mes papiers, c'est tout ça dont la vie est faite, parce que majoritairement, elle est faite de ça, elle n'est pas faite sur un pur trip sur le tapis, qu'on fasse du yoga ou de la méditation. Donc, et c'est pour justement rendre notre présence à cette vie plus pleine, plus belle, plus consciente, et
accéder vraiment à la saveur de cette vie et se développer dans ces conditions de la vie réelle, de la vie immédiate, de la vie quotidienne, euh, que les pratiques sont intéressantes en fait. Elles servent à ça. Elles ne servent pas à nous faire nous échapper de la réalité, mais plutôt vraiment d'épouser la réalité avec grâce et avec conscience. Et nos vies en ont besoin, nos proches en ont besoin, la Terre en a besoin aussi. Si on était plus conscient et consciente dans notre vie, vraiment au quotidien, je pense qu'elle ne sera pas du tout pareille pour tout le monde. Voilà, d'où cette méthode justement que je vous propose, parce que elle allie donc, celles et ceux qui sont là et qui suivent la méthode le savent déjà peut-être par cœur parce que je le répète souvent. Donc, elle allie déjà dans son premier module. Après, il y aura d'autres approches, mais pour moi, les piliers, c'est vraiment ça. La première chose, c'est la conscience élargie dans un corps délié. J'allais pas le dire dans la formation elle-même, je vais le dire dans cette conférence. C'est un petit peu, je vous ouvre un peu en fait les coulisses de cette méthode, un peu. C'est une approche qui, qui est très proche du féminin sacré, de la spiritualité dite féminine, du type féminin. Ça ne veut pas dire qu'elle est pratiquée que par les femmes, mais ça veut dire qu'il y a vraiment l'aspect féminin de notre être qui est présent. C'est-à-dire que je ne fuis pas la matière, mais je l'intègre, je l'épouse. Donc, plutôt que de martyriser la matière et lui dire je m'en vais de toi, je m'élève en tant que pur esprit et j'oublie tout ce que tu es et je ne veux plus rien avoir avec tes souffrances, avec, euh, avec ta désintégration inévitable, mais je t'épouse dans ce que tu es aujourd'hui, en fait. Donc, c'est pour ça que dans la méthode que je vous propose, on délie le corps des tensions et des douleurs avant d'aller dans un état de conscience élargie. Et curieusement, en fait, c'est tellement naturel que quand le corps est délié des douleurs et des tensions, cet état de grâce, il s'ouvre à nous comme quelque chose de naturel qui nous appartient depuis toujours, ou plutôt d'où on vient, ce à quoi on appartient. Donc ça, c'est la première chose. Ces trois piliers, en fait, ils ne sont pas cités dans l'ordre de priorité, ils sont tous prioritaires. La deuxième priorité à laquelle donc j'attache de l'importance dans la méthode, c'est de pratiquer cet état de conscience élargi, cet état de grâce, de présence, de plénitude, tout en étant ancré dans notre quotidien. Donc de ça, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Que ce soit pas un moment à part sur le tapis où vous êtes bien et puis après c'est fini et vous n'êtes pas bien de nouveau et vos proches vous saoulent et l'ambiance sanitaire, politique, écologique vous angoisse de nouveau et vous sentez à bout. Mais vraiment pour que cette conscience, elle puisse intégrer notre quotidien, que notre quotidien puisse être éclairé par cette véritable lumière. C'est pas un leurre, c'est pas un trip, c'est la véritable lumière, la véritable dimension de notre être. Et puis le troisième pilier que vous allez retrouver dans n'importe quelle méthode de méditation, mais vraiment n'importe quelle méthode de méditation, c'est la conscience du souffle. Le souffle, c'est un grand, grand, grand sujet et je n'aurai pas suffisamment de temps ce soir. Bonsoir Josiane, bonsoir, bienvenue. Je ne pourrai pas développer ça ce soir pleinement parce que c'est un thème qui est infini. Mais imaginez seulement en fait cet acte qui nous relie
à la vie, qui nous relie à la fois à l'univers, qui nous relie à tous les autres, parce qu'on respire le même air que les autres, hein, que les arbres, que les fleurs, que les bêtes, etc. En fait, c'est vraiment un espace subtil qu'on partage tous. Et, euh, et surtout, c'est un acte très curieux, donc qui peut être conscient et qui ne peut se dérouler que dans le moment présent. Donc en fait, c'est vraiment notre clé en or dans le moment présent, d'entrer dans le moment présent. Parce que la pensée, elle a cette capacité d'aller dans le passé et donc de ressasser ou de se souvenir, de se délecter de certains souvenirs, de regretter, voilà. Elle peut aller dans le passé. Elle peut aller aussi dans le futur, donc absolument incroyable. Donc elle peut prévoir, programmer tout ce qui n'a pas encore été, tout ce qui n'est pas encore, tout ce qui n'est pas encore arrivé. Voilà, donc elle peut créer, la pensée, elle est vraiment comme l'air, elle va où elle veut. Alors que le souffle, c'est un processus qui ne peut se faire que dans le présent. Donc quand je suis en train d'inspirer, je suis en train d'inspirer. Et quand je suis en train d'expirer, je suis en train d'expirer. Et du coup, c'est vraiment notre clé en or pour rentrer dans cette grâce du moment présent, dans lequel il n'y a pas de place, ni aux angoisses du futur, ni aux regrets du passé, mais tout simplement l'ouverture à l'infini de la présence, à la présence infinie. Et donc, c'est ça aussi, c'est de ça aussi évidemment que je parle dans la formation. Et c'est ça qu'on travaille de plein de façons différentes et de façons vraiment très subtiles. C'est cette conscience du souffle permanente qui nous relie à quelque chose d'intemporel, à notre dimension intemporelle. Voilà, donc les trois piliers. Je répète, peut-être. Vous me dites si vous me suivez, hein, si tout est clair. Parce que voilà, j'ai un débit de parole et puis j'ai tendance à m'emballer parce que le thème m'intéresse et j'ai envie de vous transmettre le maximum. Mais dites-moi si vous me suivez, si tout est clair, si tout est OK, si vous allez bien. Voilà, donc je répète pour les trois piliers. Le premier, c'est le développement de la conscience élargie dans un corps euh, libéré de ces tensions et de ces blocages. Le deuxième, c'est la pratique de la conscience élargie, donc de cet état méditatif dans notre vie quotidienne, donc relié au mouvement, parce que la vie, c'est le mouvement, c'est pas être assis immobile sur le tapis. Voilà, les pierres font ça. Et quand on est fatigué aussi, ou quand on est vraiment dans cette écoute subtile de l'information subtile, on peut le faire. Mais nous, les êtres vivants, on est fait pour bouger en fait. On est vraiment fait comme ça. On n'est pas fait pour être immobile. Bouger dans tous les sens du terme, mais bouger, voilà, bouger avec toute notre conscience. En fait, c'est vraiment une conscience créative qui bouge. C'est ça notre véritable nature. Dieu n'est pas immobile, il bouge, il crée. C'est son essence. Et puis le troisième pilier, donc c'est le lien avec le souffle, le lien de la conscience avec le souffle. C'est ce qu'on pratique à travers de différents exercices. Et puis il y a aussi le devoir à faire à la maison, voilà, que j'espère vous faites toutes et tous. Et bon, grosso modo, je vous ai présenté la méthode en deux mots, hein. Euh, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous pouvez vous joindre à nous, hein, tout simplement. Euh, je pense que j'aurai la possibilité de faire le premier module avant mon accouchement parce qu'en fait, je suis enceinte. Et donc, je suis dans la dernière partie de ma grossesse. Dans quelques semaines, grosso modo,
Mon enfant peut venir à n'importe quel moment. Voilà. Donc je sens que j'aurai la possibilité de vous proposer vraiment pleinement ce premier module et puis après, la suite, après mon accouchement, quand je serai en forme. Mais voilà, ce premier module, il est disponible. Voilà, pour ce qui est de la présentation de la méthode en 2 mots, je pense que j'ai plus ou moins fini. Et puis j'attends vos questions. Vos questions, vos retours tout simplement aussi. Les personnes qui suivent la méthode, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez. Si les choses sont claires, si vous arrivez à accéder vraiment à cette pratique, s'il y a des choses qui vous manquent, par exemple. Voilà, je vois que super, oui. En fait, il faut que je déroule manuellement les commentaires parce que je croyais que tout s'est arrêté, mais je vois vos commentaires. Ah, super, merci. Question venant de Caroline. Euh, Qu'est-ce que c'est ce petit son que j'entends quand je médite dans le silence, comme un petit crépitement de feu de cheminée? C'est très beau. Euh, c'est, je pourrais pas vous dire, Caroline, non, je crois qu'avec Caroline on se tutoie. Bon, peu importe. Je pourrais pas répondre avec une sûreté à 100%, parce que euh, les manifestations qu'on a dans les états méditatifs sont tellement nombreuses, diverses et variées que on ne peut pas dire avec certitude ça c'est ça, ça c'est ça. Euh, plusieurs possibilités. Ça peut être tout simplement un acouphène. Euh, voilà, un acouphène peut-être temporel, juste qui se passe pendant la méditation. Ça peut être aussi une manifestation du monde subtil. Et auquel cas, on rentre en fait dans le domaine qui vous est très personnel, Caroline. Euh, c'est vraiment votre jardin secret en quelque sorte. Vous êtes la seule à pouvoir le décoder. Ce que vous pouvez faire, bon déjà, c'est est-ce que c'est une manifestation gênante ou pas? Posez la question dans la méditation. Qu'est-ce que j'entends? Et vous aurez peut-être à entendre des réponses. Parce que dans un état de conscience élargi, on est vraiment connecté à la plénitude de l'être, à tous les espaces, aux espaces du présent, du futur, du passé, au monde subtil. Et cette exploration, globalement, elle est absolument infinie. Donc voilà, vous pouvez, pendant la prochaine méditation, que ce soit personnel ou dirigé, poser la question, qu'est-ce que j'entends en fait? Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'information que ce son me porte? Voilà. Et si c'est agréable, tout simplement en profiter. Et si c'est désagréable, c'est autre chose. Après, vous pouvez, voilà, chercher, vraiment poser des questions. Ce qui est très curieux aussi dans ce monde, c'est que quand on pose des questions, on a généralement les réponses. Euh, on les a peut-être pas, ce n'est pas gênant. C'est le son de mon silence intérieur. Bon, ben voilà, ben vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Ça peut être vraiment une musique intérieure. C'est très beau. Ça fait vraiment très, très chouette de lire ce genre de partage. Ne serait-ce que ces mots, mon silence intérieur. Sentez comment il vibre, en fait, ce qui se passe. Merci Caroline de ce partage. Yes, super. Oui, oui, il faut vraiment en profiter. Et
Et surtout, c'est très beau justement de le vivre dans le quotidien. Parce que on est dans un monde où il y a énormément d'informations visuelles, intellectuelles, sonores provenant du monde extérieur. Et du coup, le monde intérieur, on l'entend plus trop vraiment. Donc là, c'est vraiment un état de grâce. Je lis Véronique. J'ai commencé la séance 1, la position difficile à trouver, mais mon corps a aimé bouger et c'était une surprise pour moi de me dire que je méditais. Et le deuxième, impossible de le finir, un mental pas très coopérant. Comment faire pour l'endormir celui-là? je, je connais très très bien le problème. En fait, Véronique, c'est que la pratique. C'est vraiment la pratique. Et la méditation aussi, elle nous demande énormément d'humilité. C'est c'est une pratique qui nous invite à la fois à ne pas perdre le cap, donc à savoir ce qu'on cherche, et à la fois de laisser faire. Et le mental, quand on commence à se battre avec lui, alors il a énormément de ressources. Donc, il devient encore plus costaud. Vous savez, c'est comme cette phrase, ne pas penser aux éléphants roses, ne pas penser aux éléphants roses, ne pas penser aux éléphants roses. Maintenant, essayez de ne pas penser aux éléphants roses. Donc, si on veut vraiment passer entre les maillages de ce mental non coopératif, il faut apprendre, j'enlève le il faut rien. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'apprendre à juste le laisser faire et à l'observer. S'éloigner un tout petit peu et puis à le regarder. Comment il tourne autour de lui-même, comment il revient tout le temps sur les mêmes pensées, comment par exemple une fois il a fait plusieurs fois le tour, il s'ennuie, il commence à s'ennuyer, il en chope une et il la décortique. Il la gonfle par exemple, voilà. Donc une mouche devient un éléphant, un éléphant rose. Euh, donc je pense que c'est ce qui serait bien, c'est de se poser comme non pas comme un combattant contre ce mental pas coopératif. Vas-y, tu vas coopérer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux méditer, moi. Mais plutôt comme un observateur qui regarde une abeille tourner ou une guêpe ou une mouche, voilà, ou un enfant jouer. J'observe tout simplement. Et quand je me place dans cette position-là, je me rends compte que je ne suis pas, je suis désolée si je dis des choses bateaux que vous avez entendues 1000 fois, mais je me rends compte que je ne suis pas ce mental parce que je peux m'en détacher, en fait. Je ne suis pas cette douleur du corps, je ne suis pas ce mental, je suis quelque chose d'autre. Donc, pour la position, voilà, pour la position difficile à trouver, c'est vraiment très important d'aller à l'écoute de son corps et à sortir hum, de notre posture de bon élève. Par exemple, voilà, une prof propose telle ou telle position et tout, etc. Et puis on se dit, si je fais pas cette position, ça se trouve, la méthode ne va pas marcher. Avec Dominique, par exemple, on a appris énormément de souplesse. Vous n'êtes pas bien debout, ben vous vous allongez. Vous n'êtes pas bien assis, vous vous mettez debout. En fait, vous vous mettez vraiment à l'écoute de votre corps et à l'écoute de vos ressentis. Ce qui est important, c'est vraiment de garder le cap. Et le cap, on l'a tous, en fait, parce que cet état de conscience élargi, c'est une lumière qu'on connaît. Donc, à partir du moment où on a repéré cette lumière, on se dit, c'est là que j'ai envie d'aller. Ok, par où est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe par une position allongée, par une position debout, par une autre position? Est-ce que peut-être je peux bouger un petit peu plus les épaules et ça va, et je vais me sentir mieux comme ça? À la fois, je garde le cap et à la fois, je me permets énormément de souplesse. Et par rapport à la deuxième, encore une fois, la deuxième partie de ta question, euh, essaye
Et encore une fois, la deuxième séance. Parce qu'il y a des états où on est plus ou moins calme, où on est plus ou moins disponible à ce qui se passe. Et c'est absolument normal, la vie, elle est comme ça, en fait. Donc, il y a un moment où ça va être super facile et tu vas pouvoir y rentrer sans rien de particulier, même peut-être sans, sans la séance. Et il y aura d'autres moments où ce mental, il va te montrer sa présence. Il va vraiment montrer sa puissance, son emprise que ça a sur l'être. Et c'est une grâce énorme de pouvoir déjà s'en rendre compte. Euh, c'est une étape par laquelle passent tous les méditants, absolument tous les méditants. Et elle est plutôt positive, vraiment. Euh, elle n'est pas du tout, il ne faut pas la considérer comme un, ni comme un obstacle, ni comme un échec. Ça ne veut pas dire j'ai pas réussi forcément à entrer dedans, donc moi, ça s'est moins bien passé que d'autres fois. Ce n'est pas un échec. C'est une étape très importante sur ce chemin. C'est de pouvoir se rendre compte. euh, bah déjà, tu me dis, voilà, un mental pas très coopérant. Tu vois, tu me dis pas, je trouvais ça chiant, j'ai pas réussi à rentrer dedans. En fait, tu te sépares déjà du mental, donc tu observes déjà le mental. Voilà. Et en fait, il n'a pas besoin vraiment d'être endormi. Il a besoin d'être apaisé. Et de justement, voilà, tu dis coopérant et de coopérer, de trouver du plaisir à coopérer en fait. Mais pour ça, voilà, il a besoin d'être apaisé. Quelqu'un qui n'est pas en paix ne peut pas coopérer. Donc voilà, je te félicite, tu es sur la bonne voie. Est-ce que ça te convient ma réponse? Est-ce que ça va pour toi? Je déroule encore un peu, ça se trouve, il y a des commentaires que j'ai pas vus. Tac, tac, tac. En attendant que vos réponses arrivent, je profite de regarder si j'ai rien loupé. En fait, on est, pour vous dire, avec le groupe, on est actuellement à la moitié. Donc, on a fait 3 séances. Demain, je vais vous envoyer une quatrième. Merci Olga, oui, demain, je recommence. Oui, vraiment, vraiment tranquille. Et ce qui est important, c'est cette pratique quotidienne du souffle relié à la conscience. Ça, c'est vraiment tellement simple et tellement puissant. Je pense que c'est la méthode, enfin pour ma part, c'est la méthode la plus puissante qui existe. Euh, en fait, à n'importe quel moment, il suffit juste d'y penser, juste de le vouloir. Euh, Moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'y suis pas allée par plaisir. Euh, J'y suis allée parce que les dernières années, en fait, je pense que je vais faire une vidéo sur ce thème-là, mais euh, j'ai développé une maladie, en fait. On peut dire une maladie qui me procurait énormément de souffrances physiques et psychiques. Voilà, la cause, je viens de la trouver en fait. Je cherchais vraiment pendant 5 ans qu'est-ce qui n'allait pas, etc. Et ça fait un mois que je sais ce qui ne va pas. Euh, c'est un truc vraiment bien, bien physique et je suis en train de suivre un traitement et ça va mieux. Mais pendant 5 ans, je me baladais dans une forêt noire de souffrances physiques et psychiques et c'était absolument insupportable. Surtout parce que, mon Dieu, mais j'ai tous les outils quand même. Voilà, donc c'est pas par plaisir que j'y suis allée. Mais vraiment dans les moments de grande difficulté où il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus rien qui peut vous sauver, où ben, vous êtes tout simplement en train de couler, ou juste vous êtes submergé par les événements ou par les émotions.
le souffle peut être vraiment un bâton de pèlerin. Je finis juste ce que je suis en train de dire et puis je lis vos commentaires, vous inquiétez pas. À n'importe quel moment, il suffit que j'y pense. Je me dis juste pendant 2 minutes, je vais vraiment allier ma conscience à mon souffle. Et je consacre tout mon être, toutes mes pensées à cela, à sentir comment je suis en train d'expirer et à comment je suis en train d'inspirer. Ne serait-ce que ça. Ça, pratiquer plusieurs fois par jour, si on y pense ou si on est amené à y penser par nos souffrances, par la violence de ce qu'on peut vivre, ça change la vie considérablement. Parce que ça, pour moi, c'est comme si en fait ça ouvrait des, des, des trous dans ce mur opaque de l'inconscience qui nous sépare de la pleine présence de notre véritable nature. Et là, comme si en fait ces moments de présence, ces moments de conscience, ça faisait des brèches dans ce mur et à un moment on se rend compte que même si peut-être le mur n'est pas encore tombé complètement, vous ne pouvez pas dire que vous êtes illuminé comme des grands sages et que vous êtes passé dans un autre espace et que cet espace est devenu votre quotidien, mais vous voyez cette autre réalité que vous savez, vous sentez que c'est votre véritable nature. Parce que c'est là que vous vous sentez relié, c'est là que vous sentez l'amour et la grâce du monde, c'est là que vous êtes à la maison. Je reviens vers les commentaires. J'ai bien aimé l'image du souffle, dit Caroline, comme un bâton de pèlerin qui nous ancre toujours, ça me parle. Peut-être que ça aide à ce que le mental nous lâche. Certainement, complètement, Caroline. Parce que, en fait, ce n'est plus le mental qui dirige. Le souffle, il apaise beaucoup le mental. La respiration consciente ralentit l'activité du mental, voilà, dit Josiane. Complètement. Le souffle apaise le mental. C'est vraiment comme, par exemple, un gamin trop excité, etc. Bon, excusez-moi, je suis dans les métaphores de maman, enfin, c'est normalement dans mon état, quoi. Mais comme un gamin, par exemple, trop excité, qui est limite en train de pleurer, la maman vient et juste lui caresse les épaules comme ça. Voilà. Le souffle est une dimension qui est supérieure au mental. Parce que c'est vraiment la dimension qui relie le physique et le subtil. Et si vous voulez, en fait, ce souffle qui nous connecte à la conscience, il vient et il englobe le mental, il l'apaise, il l'encadre. Il ne le cadre pas comme ça, mais vraiment, il l'encadre comme si en fait il créait un lit pour un fleuve qui, au lieu d'être dévastateur et débordant, va aller dans le sens qu'on lui a donné. Donc c'est vraiment ça la puissance du souffle, entre autres. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non, en tout cas, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir, en fait. Je ne sais pas combien de conférences live je pourrais encore faire. J'espère que je pourrai en faire beaucoup. Voilà, mais sur la dernière phase de la grossesse, je dois beaucoup me reposer. Enfin, c'est ma façon de vivre ma grossesse. Voilà, je dois beaucoup, beaucoup me reposer et, euh, et voilà, et vraiment gérer mes forces, quoi. Mais l'envie de partager, elle est tellement là. Catherine, bonsoir. Quel est le plus de la méditation, les yeux ouverts? Merci pour cette question, elle est vraiment géniale. Bah, en fait, pour moi, c'est très clair, hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, peut-être d'autres enseignants de méditation vont vous répondre autre chose, mais pour moi, justement, le plus de la méditation, les yeux ouverts, c'est comme ce qu'on fait dans la méthode. On relie la conscience élargie et le mouvement. Ça nous permet de
rester, enfin d'entrer et de rester dans un état de conscience élargie, méditatif, tout en étant relié à cette vie qui nous entoure. Ça nous aide à ne pas partir dans les vagabondages du mental. Ça nous aide un petit peu plus, on va dire. Parce que, parce que l'imagination, elle fonctionne très bien en fait quand l'imagination et le mental et toutes ces activités qui appartiennent non à l'élément R très, très subtil, capable de créer plein de différentes formes. Voilà, partir dans les mondes subtils, réels, imaginaires, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Alors que quand on a les yeux ouverts, le lien à la matière, il est plus tangible. On a conscience de notre corps physique qui ouvre les yeux. On a conscience de la pièce dans laquelle on se trouve. On se souvient où on se trouve, etc. Et c'est tout en restant ce qu'on est dans cette matière, dans cette incarnation, qu'on vit un état de conscience élargi. Est-ce que ça va, Catherine, pour toi, cette réponse? En attendant, je lis les remarques de Véronique. Pour le moment, j'ai du mal à tenir une heure, mais j'ai hâte d'y parvenir. Est-ce que tu parles de tenir une heure dans un état méditatif ou est-ce que tu es en train de dire que les séances pour toi actuellement sont un petit peu trop longues pour que je comprenne? En attendant ta réponse, en fait, il y a quelque chose à quoi je pense qui peut être important. Euh, Évidemment, voilà, je vous dis, je vous montre en quelque sorte comment, comment ça peut, comment ça pourrait se vivre un état d'éveil. Je n'y suis pas encore moi, je suis un être humain, voilà, tout humble, avec mes trucs comme la plupart d'entre nous. Euh, ok, les séances sont un peu longues pour moi. Euh, ok, Catherine, merci, c'est ce que j'expérimente. Ouais, super. Pour Catherine, ok, super, merci. Les séances sont un peu trop longues pour moi. Euh, Ça peut être aussi, on se connaît un peu, hein, c'est pour ça que je me permets d'avancer ça. Euh, Ça peut être aussi peut-être l'autorisation de s'accorder du temps. Est-ce que, par exemple, ce que tu pourrais expérimenter, je ne sais pas si c'est clair, ce que tu pourrais expérimenter, c'est de te dire, là, j'ai 2 heures devant moi. Hmm, donc, voilà, je vais peut-être boire un petit thé, me reposer un peu, triper un peu, faire la séance, et puis j'ai encore du temps devant moi. Voici, dans cette configuration-là, la séance, elle va toujours te paraître longue. Euh, Parce que là, il peut y avoir un travers un peu contradictoire à la pratique. C'est quand la pratique, en fait, devient pour nous encore un des trucs à faire dans notre quotidien. Et je souhaite vraiment de tout cœur que ce soit pas ça pour vous. Que à la limite, vous lâchiez suffisamment euh, sur cette formation. C'est pour ça que je vous ai aussi laissé les séances. Au début, je voulais faire, par exemple, l'accès aux séances pendant une semaine, et puis après, une fois la deuxième séance vient, vous enlevez l'accès. Voilà, comme ça, vous savez que vous avez une semaine pour le pratiquer. J'ai abandonné cette idée. Je voudrais que vous n'ayez plus de pression par rapport à cette formation. Que ça soit des mouvements, que ça soit des moments pour vous, soit de plaisir, soit de jeu, en fait.
Donc, qu'il n'y a pas d'enjeu, mais qu'il y a vraiment un jeu. Tiens, avec cette formation, avec ces séances que j'ai achetées, je peux expérimenter quelque chose de nouveau qui me fait quand même du bien à la longue. Et j'y retourne. C'est en fait comme si vous aviez une piscine chez vous. Je sais pas si vous aimez nager, hein. Moi, j'adore, c'est mon élément vraiment. Comme si vous aviez une piscine chez vous et de temps en temps, vous y faites une plongette. Voilà. Et puis, vous vous connectez à cette eau, à cette fluidité. Que ce soit pas encore un truc à faire en plus. Ne l'ajoutez pas dans votre planning des choses à faire. C'est pas quelque chose sur votre to-do list. Mais voilà, c'est plutôt une pratique. Je voudrais que ce soit une pratique qui vous donne du temps, qui vous permet de prendre tout votre temps, vraiment d'être. Est-ce que ça te parle, Véro? Dis-moi. Et puis en fait, les séances, ça va vraiment paraître bizarre ce que je dis. Mais les séances, vraiment, c'est pas la chose la plus importante dans cette formation. Les séances, ce sont des moments d'expérimentation où ça me parle vraiment. Yes. Bon, ça veut dire que je suis pas complètement à côté de la plaque. Ça me fait plaisir, merci. Que, en fait, que vous ayez des outils. En fait, ce sont des moments où on décortique les outils. Par exemple, vous pouvez même, si vous voulez, mais prenez 2 heures, hein, prenez 2 heures pour que vous ayez plein de temps. Mais sur ces 2 heures, vous faites 30 minutes de votre séance. Vous la coupez au milieu si vous voulez. Après, si vous tripez, vous continuez, hein. Mais vous dites, bon, tiens, j'ai retiré ça, ok, ben je continuerai plus tard. Vraiment, c'est quelque chose que je vous laisse à disposition, en fait. Et avec quoi vous pouvez être très en liberté, en fait. C'est une boîte que vous ouvrez, où vous chopez quelques outils, et puis après, le plus important, c'est justement avec ce que vous avez pris sur cette heure ou demi-heure ou 20 minutes d'une séance. Pouvoir pratiquer vous, seul avec vous. Trouver votre propre alchimie sur cette voie d'accès à votre véritable dimension, à votre véritable respiration d'être, à votre ouverture des écoutilles de l'âme. Est-ce que ça va? On a, il nous reste encore, bon, j'ai annoncé pendant 1 heure, hein. Tu as raison, je vais m'octroyer plus de temps. Ah, c'est primordial. L'être, tu sais, surtout l'être des personnes actives, hein, n'attend que ça, en fait. Parce que ces moments de non-faire sont des grands moments d'être, hein, où tu récupères tellement d'énergie que tu pourras indiguer dans toutes tes activités quotidiennes et être encore plus efficace partout. Vous savez ce qu'on dit, j'adore ce dicton. La première fois où je l'ai entendu, c'est Michel Lefebvre justement qui nous l'a dit à un des stages et je rigole encore quand je l'entends à chaque fois ou quand j'y pense. Et qu'il faut méditer au moins 20 minutes par jour, sauf si vous êtes très 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 occupé. Auquel cas, il faut méditer au moins 2 heures. Donc, là, ça veut tout dire, hein. Caroline, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de t'entendre et de pouvoir bénéficier de quelques-uns de tes trucs. Celui qui m'a bien plu, c'est la danse debout qui a duré longtemps, longtemps. J'aime ce temps long. Super, merci Caroline.
Oui, ça c'est vraiment, 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 vraiment important. À un moment de trouver le temps long. Euh, Encore une fois, excusez-moi, la métaphore, la métaphore des enfants. Vous savez, un des temps des plus précieux pour eux, c'est quand ils commencent à s'ennuyer, en fait. Et à un moment, peut-être, je ne sais pas si tu as ressenti ça, Caroline, à un moment, le mental, enfin, peut-être vous le vivez pareil que moi quand j'ai vécu ce genre de pratique. À un moment, le mental, il se dit, bon, ok, bah, j'ai compris, on est en train de danser, mais quoi d'autre, en fait, on va où là? Et puis, une fois passé ça, donc à un moment, il se dit, bon, je crois que ça va durer, donc autant que je lâche. À un moment où il lâche, il y a vraiment quelque chose d'autre qui s'ouvre, quelque chose d'autre qui se passe. Et là, on se dit, waouh, on se dit même plus en fait, on est dans la présence. Et du coup, en fait, le temps long devient notre accès au temps infini, à cette présent infini, cette présence infinie. Josiane qui dit merci Olga, je quitte car le sommeil me gagne. Belle soirée à tous et douce nuit. Dors bien Josiane et merci beaucoup de ta présence. Douce nuit à toi aussi, ça me fait très plaisir que tu sois là. Mais on va doucement et tranquillement terminer aussi. Voilà, donc, et en plus, mon amoureux qui attend pour, pour venir se coucher. Parce que je vous parle depuis notre chambre, c'est l'endroit le plus éloigné de la maison, donc comme ça, notre petite, elle dort de l'autre côté de la maison. Oui, c'est ça, dit Caroline. Je vais essayer de sauvegarder ce direct. Je ne suis pas une grande informaticienne, loin de là. Je pense que je suis plus douée pour la méditation que pour l'informatique, clairement. Et, euh, et donc, on continue avec le groupe demain pour une nouvelle séance. Donc, vous l'aurez dans la journée ou en soirée. En tout cas, voilà, vous l'aurez demain. Et puis, pour les personnes extérieures au groupe, si si vous sentez qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans, vous êtes bienvenus. Et je vous remercie vraiment de votre présence. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et puis, voilà, chaque personne pour moi est un trésor. Donc, quand je vous envoie un mail, je pense vraiment à chaque personne. Et, euh, et je vous souhaite vraiment de la paix, de la joie, du lâcher prise, de la facilité, de la reliance, de la confiance aussi. Dans ces, dans ces temps un peu troubles qui nous invitent à, à s'adresser à ce trésor qui est en nous. Donc, l'idée de ce cursus, il est tout simplement là, défricher le trésor que nous sommes. Voilà, pour retrouver la paix, pour retrouver la grâce, l'amour, la joie. Catherine, merci Olga, tu es aussi un trésor. Merci Catherine, merci de tout cœur. J'apprends à accueillir, à accepter. J'ai aussi mon apprentissage. Je vous embrasse très fort. Merci Olga, c'est trop bon de te voir en direct. Merci pour tes conseils et ton enseignement. Merci Véro. Et merci à vous toutes et tous. Et aux personnes aussi qui vont regarder. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Et douce nuit. Namaste.